Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va dépoussiérer une boîte à outils qui a, tenez-vous bien, 2300 ans. Et pourtant, à notre époque, saturée d'infos et de bruit constant, elle n'a jamais été aussi pertinente. On va redécouvrir ensemble l'art de la persuasion. On a tous connu ça, n'est-ce pas? Cette frustration. On a une idée qui nous semble géniale, un projet qui nous tient vraiment à cœur, on l'explique, on y met toute notre énergie et rien. Le message ne passe pas. C'est comme s'il y avait un mur invisible. Eh bien, la solution, ou en tout cas une piste, nous vient d'Aristote. Et sa vision change tout. Parce que, contrairement à ce qu'on pense souvent, la rhétorique, pour lui, ce n'est pas l'art de manipuler. Non, c'est l'art d'observer. L'art de comprendre une situation pour trouver les bons moyens de construire un pont entre notre idée et les personnes en face. Alors, voilà notre programme. On va explorer ensemble les 3 piliers fondamentaux d'Aristote. Vous allez voir, c'est un véritable super pouvoir pour mieux communiquer. Ces 3 clés, ce sont l'éthos, le pathos et le logos. Et ce ne sont pas juste des options, hein. Pensez-y plutôt comme les 3 pieds d'un trépied. Si un seul manque, tout s'écroule. Allez, on attaque direct avec le premier pilier, l'éthos. C'est la fondation, la base invisible de toute discussion. C'est la toute première question à laquelle on répond, souvent sans même prononcer un mot. En d'autres termes, l'éthos, c'est le personnage que l'on projette. Avant même d'écouter nos arguments, notre interlocuteur se demande, inconsciemment, est-ce que cette personne sait de quoi elle parle? Est-ce qu'elle est honnête? Est-ce que je sens qu'elle me veut du bien? Et ça, c'est le point absolument crucial. Et aussi le plus dangereux. L'éthos, c'est fragile. Ça se construit brique par brique, avec le temps, la constance, mais ça peut être complètement détruit en une seule seconde. Et sans cette confiance, vous pouvez avoir les meilleurs arguments du monde, ils ne serviront à rien. On passe maintenant au deuxième outil. Et celui-là, c'est peut-être le plus puissant, mais aussi le plus délicat à manipuler. C'est le pathos, l'art de créer une connexion émotionnelle. On aime se voir comme des êtres purement logiques, mais toutes les neurosciences le confirment. La plupart de nos décisions sont d'abord émotionnelles. La logique vient souvent après, pour justifier. Le pathos, c'est cette capacité à faire en sorte qu'une idée ne soit pas juste comprise, mais qu'elle soit ressentie. Et comment on fait concrètement? On peut raconter une histoire, utiliser des images fortes, des métaphores, ou encore connecter notre idée à des valeurs que tout le monde partage. La justice, la famille, la sécurité, le rêve d'un avenir meilleur. Mais attention, gros avertissement ici. Le pathos est une arme à double tranchant. S'il sonne faux, s'il est perçu comme de la manipulation grossière, l'effet est immédiat. C'est le rejet total. Et en plus, ça vient détruire l'éthos qu'on a mis tant de temps à construire. L'authenticité, c'est vraiment la clé. On en arrive au dernier pilier. Si l'éthos est la fondation, et le pathos le cœur, eh bien le logos, c'est le squelette, l'architecture logique de notre raisonnement. C'est l'appel à la raison. Le logos, c'est le moment où l'on prouve que ce que l'on dit tient la route. C'est ce qui donne de la substance, de la rigueur à notre discours. C'est la preuve que notre idée n'est pas juste une opinion en l'air. Et pour ça, on a toute une boîte à outils. Des faits, des chiffres, des études, des exemples concrets, des témoignages. C'est ce qui permet de guider l'autre, étape par étape, vers une conclusion qui semble, tout simplement logique. Mais voilà, le piège classique. Tout miser sur le logos. Une avalanche de chiffres, de données brutes, sans histoire, sans émotion. C'est la recette parfaite pour une présentation mortellement ennuyeuse. On perd complètement son auditoire. Les faits, c'est bien, mais il faut qu'ils servent à quelque chose. Qu'ils mènent à un « Ah, mais oui, bien sûr !» Et c'est là qu'on touche au vrai génie d'Aristote. Il a compris que ces 3 piliers, ce n'est pas un menu à la carte où l'on choisit l'un ou l'autre. Non, ce sont les instruments d'un orchestre qui doivent jouer en parfaite harmonie. Regardez, c'est très clair. Le logos tout seul, c'est un cours magistral, peut-être correct, mais on s'endort. Le pathos tout seul, ça vire vite au mélodrame et on devient méfiant. Et l'éthos tout seul, sans preuve ni émotion, ça sonne juste arrogant. Aucun ne marche vraiment bien en solo. La grande idée à retenir, c'est vraiment ça. Les meilleurs communicateurs sont des chefs d'orchestre. Ils construisent un argument solide, logique, c'est le logos. Ils le rendent vivant, humain, grâce à l'émotion, le pathos. Et tout ça repose sur leur crédibilité personnelle, l'éthos. C'est la fusion des 3 qui crée la conviction. Bon, tout ça c'est bien beau en théorie, mais dans la vraie vie ça donne quoi? En fait, une fois qu'on a cette grille de lecture, on la voit partout, tout le temps. Prenez un exemple tout bête. Une pub pour une voiture. Les images de la famille heureuse en vacances, c'est le pathos. La liste des prix de sécurité et la faible consommation, c'est le logos. Et la star de cinéma sympa au volant, c'est l'éthos. La symphonie parfaite. Un autre exemple qui parle à tout le monde. Un entretien d'embauche. Le CV, avec les chiffres et les résultats, c'est le logos.
L'anecdote personnelle qui montre notre passion pour ce domaine, c'est le pathos, et le simple fait d'arriver à l'heure, bien préparé, c'est l'éthos. On joue sur les 3 tableaux. Et ce qui est fascinant, c'est qu'une fois qu'on a ces clés en main, on ne voit plus les conversations, les débats ou même les pubs de la même manière. On commence à voir la mécanique cachée derrière tous les échanges humains. Mais il y a une dernière chose très importante à garder en tête. Ce pouvoir, la rhétorique, c'est un outil neutre, comme un marteau. On peut construire une maison avec, ou on peut tout casser. Sa valeur dépend uniquement de l'intention et de l'intégrité de la personne qui l'utilise. Ce qui nous amène à la question finale, la seule qui compte vraiment. Maintenant qu'on connaît ce pouvoir, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on s'en sert comme un outil pour mieux partager nos idées, pour mieux se connecter aux autres, ou est-ce qu'on s'en sert comme un bouclier pour mieux analyser les messages qu'on reçoit et se protéger de la manipulation? Le choix désormais est entre nos mains.